femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Avec des sujets sensibles, touchants, sérieux ou cocasses, explorez avec elles et leurs invités passionnants des thèmes riches et diversifiés dans une ambiance chaleureuse où l'ouverture d'esprit et le plaisir sont au rendez-vous. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Alors bonjour, bienvenue à notre balado Des femmes comme vous. Alors pour ce 15e épisode qu'on a intitulé « Face à votre assiette, coupable ou non coupable », bien, on enregistre aujourd'hui dans les locaux de Cogeco, de Nous TV à Magog. Alors on est très heureuse, hein, Vicky? Oui, on a des beaux locaux, avec une belle équipe. Oui, absolument. Oui. Alors, donc, Vicky et moi, on sommes très préoccupés, voire quasi obsédés par la saine alimentation. Puis bien qu'on tente d'y réussir. Là, oui, on tente d'y accéder. On n'a pas 100%. Oui, exactement. En tout cas, moi. Et on pense aussi que bien des femmes de notre génération, ainsi qu'une bonne partie de la société aussi, sont préoccupées par la saine alimentation. Qu'est-ce qui était bon avant n'est plus bon aujourd'hui, et vice-versa. Alors, on est un petit peu mêlés à travers tout ça. Et pour en discuter, on a invité un docteur en nutrition qui a écrit plusieurs livres sur le sujet et qui est également chroniqueur, entre autres, pour les Radieuses Magazines. Et j'ai nommé Hubert Cormier. Alors, bonjour Hubert. Bonjour. Allô, bienvenue. Vraiment, merci c'est de l'invitation. Alors, on te remercie de t'être déplacé. Alors, oui. Tu as quand même fait pratiquement 2 heures de route pour venir nous rencontrer. Alors, juste pour ça, tu mérites une médaille. Ou du vin. Oui, ou du vin. Bien, c'est ça. On parle d'alimentation aujourd'hui, de saine alimentation. Oui. Pommes, framboises, vin, fromage, pour nous dire si c'est des bons aliments. Ben oui. Alors, quand on s'est rencontrés là, pour la pré-entrevue, oui, en préparation de ce balado-là, on avait là, tellement de sujets à couvrir parce que c'est un vaste sujet, l'alimentation. Oui. Hein? Alors, peut-être qu'on aura d'autres qui vont suivre, mais pour aujourd'hui, on s'est dit on va se concentrer sur une partie essayer de démêler ça, puis d'aider les gens aussi peut-être à faire des choix. Justement, en discutant, on entend beaucoup parler de diète, de régime. Oui. Et je pense que ça serait peut-être bon de commencer par démystifier qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la même chose? Parce que j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, c'est pas mal la même chose. Est-ce que c'est le cas? Puis sinon, tu peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il y en est? C'est des mots qui sont quand même chargés aussi. Oui, dans l'actualité. Exactement. Ça sonne privation, puis pas le fun. Là, exact. Et en fait, même, je dois dire, tu sais, nutrition, hein, c'est un mot qu'on utilise plus, puis en raison du titre nutritionniste, justement, hein, on peut en parler, parce que, en fait, au Québec, on peut être nutritionniste et diététiste, OK? C'est la même... des mêmes enseignements? C'est le même enseignement, c'est le même ordre professionnel, c'est la même profession, c'est un synonyme, OK? Donc, si on part de ça, c'est juste que maintenant, les professionnels s'appellent moins diététistes, quoique le terme est réservé, leur est réservé, existe encore, et diététicienne également, qui peut être utilisé. Donc, ce sont 3 termes réservés à cette profession-là, dont je faisais partie, justement, parce que je faisais partie de l'ordre, en fait, avant, mais maintenant, j'ai quitté pour des raisons... tu sais, parce que j'avais pas besoin de rencontrer des gens, dans ma pratique professionnelle, je me servais pas nécessairement de ce titre-là. On a en fait, quand tu es nutritionniste diététiste, tu as des actes réservés, mais moi, c'est des actes réservés dont j'avais pas besoin de faire. C'était plus en milieu hospitalier, parce qu'il faut savoir que cette profession-là, c'est très hospitalier, en fait. Ça se passe tout dans le domaine clinique, donc de la nutrition clinique pour le traitement, en fait, de certaines maladies, de pathologies, et c'est moins dans l'accompagnement. Tu sais, on dirait qu'on pense que souvent, quand on pense à cette profession-là, c'est peut-être au privé ou un suivi de poids, entre autres. Mais non, c'est vraiment plus des diagnostics, plus pour aider les gens avec du diabète, du cholestérol, mais en milieu hospitalier. Donc, moi, j'ai pas besoin de ces privilèges-là ou de ces trucs-là pour exercer, surtout pas en communication, en fait. Donc, parce que toi, tu es en privé, là. Tu fais de l'accompagnement quand même en privé, non? Non, exactement. C'est pour ça que j'ai décidé
décidé de ne plus avoir le titre, en fait, parce que suite à mes études graduées, j'ai justement, on pourra en parler, mais j'ai un bac, une maîtrise et un doctorat en nutrition. Mais justement, comme j'accompagnais plus personne, j'avais plus le temps de faire de la consultation au privé et je travaillais encore moins dans le domaine public. Donc, le titre m'était absolument pas nécessaire. Donc, mais ça fait une prémisse que souvent, quand on rencontre un diététicien, ben le mot diète, c'est comme le préfixe. Okay. Donc, diète, c'est très culpabilisant, je dirais. Donc, ça, c'est comme si on référait à à des restrictions, une diète, en fait. Très stricte. Donc, à ce moment-là, c'est moins utilisé de nos jours, je dirais. Okay. Ensuite, il y a le mot régime, qui a été super populaire dans les années 90, même début 2000. Encore aujourd'hui, mais je l'entends... Oui, moi, je le vois de moins en moins. Mais peut-être que c'est que je suis trop dans l'univers, justement. J'ai le nez collé. Là, puis aussi, tu es au fait aussi des dernières tendances, alors que dans la population, ben là, c'est différent, parce qu'on l'entend beaucoup quand même. Parce que qu'est-ce qui remplace ce mot-là, mettons, régime ou diète? On parle de nouvelle nutrition, de nouvelles mode d'alimentation. Non, un mode d'alimentation, comme justement on avait parlé en pré-entrevue, c'est plus large. Comme pour moi, quand que j'entends le mot régime, c'est pas de la restriction. C'est vraiment un régime de vie, un régime alimentaire. Un mode de vie. Un mode de vie. On pourrait dire ça. Ou mode d'alimentation, c'est ce que je priorise maintenant. Un mode d'alimentation. Quel est ton mode d'alimentation ou ton type d'alimentation? Et justement, on pourra regarder. Puis même, un nouveau terme qui est de plus en plus utilisé, on va appeler ça le profil alimentaire. Donc, comment qu'on va pouvoir, mettons, correspondre à un meilleur profil ou à un profil qui est moins sain, moins bon pour la santé. Donc, c'est quoi notre adhésion à ce profil-là? On peut avoir même une cote. Donc, en recherche, c'est ce qu'on voit, parce que tu nous expliquais les recherches que toi, tu as fait aussi. Là. Tout à fait. C'est de coder, de voir à quel profil on peut correspondre dans différentes recherches, par exemple. Donc, c'est pour ça que le mot régime, diète, moi, on dirait que je les utilise de moins en moins, puis c'est quelque chose que j'entends aussi de moins en moins. Donc, puis que je vois de moins en moins dans des articles, parce que là, on parle plus d'alimentation en pleine conscience. C'est plus une alimentation de type bienveillante là, qui est à la mode. C'est moins culpabilisant, en fait. Exactement. Mais quand on parle, encore une fois, de mode comme ça, là, mettons qu'on parle d'alimentation intuitive ou quelque chose, parce que en fait, ce que je vois, c'est que, on peut parler aussi de cétogène, d'alimentation. Mais là, le nouveau terme, ça va être alimentation. Alimentation cétogène, alimentation sans gluten. Au lieu de dire régime cétogène. Exactement. Donc, une alimentation sans gluten, une alimentation intuitive. Donc, on utilise beaucoup plus le terme maintenant global, alimentation, T'as raison, c'est vrai qu'on pour le définir. Mais est-ce que alimentation, selon vous, là, je vous pose la question, une alimentation intuitive, est-ce que c'est un régime? Pour moi, ça sonne à l'écoute de ce que ton corps, de ta faim, de prendre le temps, c'est un peu ça. Mais est-ce que ça camoufle quelque chose? Est-ce que ça peut-tu camoufler un régime ou des privations aussi? La question, c'est une bonne question. C'est ça. En fait, ce qui me vient à l'esprit rapidement, là, c'est que dans le fond, du moment qu'on réfléchit à ce qu'on mange ou à ce qu'on peut ou on veut manger, est-ce que c'est bon pour moi ou pas, est-ce que j'en ai vraiment besoin, déjà, ça sonne un petit peu peut-être... Il y a une privation, une culpabilité. Qui vient avec ça. Mais c'est difficile en tout cas aujourd'hui, je vais parler pour moi, là, mais je pense que c'est aussi très répandu de dire, OK, je vais manger, là, on prend une coupe de vin, on prend ci, on prend ça. Justement. Bon, OK, là, on calcule, on dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mangé? Ben, je dis pas que tout le monde est comme ça, là, mais je pense que beaucoup de gens... je sais pas, j'oserais dire, on en souffre, mais en même temps, c'est difficile de pas y penser. Exact. Parce que on est... bombardé de messages. On est soit bombardé, donc c'est soit pour ta bonne santé, ça dépend, tu sais, il y a des raisons là, qui sous-tendent ça. Est-ce que c'est peut-être là où il faut chercher? En fait, quand on parle justement pour ta bonne santé, pour paraphraser ce que tu viens de dire, Vicky, est-ce qu'on parle aussi de santé seulement physique ou on parle de santé émotionnelle, psychologique? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que ce qui est bon pour un peut être mauvais pour l'autre. Et, tu sais, il faut faire attention parce que justement, même dans nos commentaires, dans nos propos, ce qu'on va dire, des fois, c'est...
ça peut être dégradant, mettons, pour certaines personnes, ou ça peut être encourageant pour certaines personnes. Donc, ça dépend aussi de notre point de départ dans l'alimentation. Et en fait, moi, ce que j'avais tenté d'explorer dans le livre qu'on a sur la table, là, Oui, tout est permis. Tout est permis c'est d'avoir une approche qui est plus positive de l'alimentation, parce qu'on en entend souvent parler de manière négative. Et là, comment qu'on peut faire pour positiver notre alimentation? Et là, ce que j'ai vu, puisque j'ai vu expérimenter dans les dernières années, c'est qu'il faut plutôt voir l'alimentation pas comme ayant, mettons, une part de bons, une part de mauvais aliments. Donc, c'est un continuum, en fait, qu'il faut plus mettre de l'avant. Donc, en fait, quand on dit que oui, tout est permis, c'est qu'on doit éliminer cette classification-là de bons ou de mauvais aliments. Donc, on va maintenant plutôt parler de fréquence de consommation, donc de fréquence alimentaire. Et selon la place où l'aliment se situe dans le continuum, donc s'il s'agit, mettons, d'un aliment d'exception, un aliment d'occasion ou un aliment du quotidien, la fréquence va changer. La fréquence de consommation devrait changer. Mais il faut quand même les classer, tu sais, donc il y a quand même des aliments qu'on va mettre moins fréquemment. Exactement, mais on les abolit pas. Donc, il n'y a pas d'interdit. D'où le tout est permis. Exactement. En fait, mettons, prenons des chips, là. Oui. OK? On nous a toujours dit que c'était pas un bon aliment. Tout à fait, mais pourquoi pas? Mais si tu en prends de temps en temps, c'est correct. Oui. OK? Mais si c'est dans ton quotidien, là, c'est moins correct. Exactement. Comme les croustilles, en fait, on va les classer dans les aliments d'exception. Ah, okay. Donc, les aliments d'exception, puis il y a une page, on pourra regarder parce que j'ai comme fait un petit calendrier qui montre la fréquence de consommation de ces aliments-là. Donc, des aliments d'exception, ce sont des aliments qu'on doit manger ou qu'on devrait manger plutôt de 1 à 2 fois par mois, selon les occasions. Donc, ça peut être parfois dans un anniversaire, ça peut être dans un 5 à 7. Un 5 à 7, exactement. Ou ça lors peut de être même... l'enregistrement de balade. Oui. Mais manger des croustilles, là, ça serait pas une bonne idée. Ça ferait trop de bruit au micro. Tandis que des aliments d'occasion, mais ça va être des aliments qu'on peut manger 1 à 2 fois, mais par semaine. Et les aliments du quotidien, ben, c'est des aliments qu'on peut manger 1 à 2 fois par jour. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut visualiser, en fait, ce continuum-là. Ben, Hubert, je t'écoute, là, puis... tu sais, je vais jouer à l'avocat du diable un peu. Oui. À l'avocate du diable. Mais évidemment, comme disait tantôt Vicky, c'est quand même une classification. Puis tu dis, OK, oui, ça, je peux, mais peut-être 1 à 2 fois par mois, l'autre 1 à 2 fois par semaine. Il y a quand même une forme de restriction, là. Il y a une restriction... Je dirais oui ou non, oui et non, parce qu'en fait, ça les rend quand même permis. Donc, ça l'enlève la charge, mettons, cognitive qui est rattachée à la restriction. Par exemple, si tu te dis, je dois pas consommer de croustilles, mais là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vicieux là, de la restriction cognitive. Inverse, là. Exactement. Puis là, dans le fond, on peut se retenir. Fait qu'on peut se retenir de manger des croustilles. Ça va durer combien de temps? Mais qu'est-ce que ça fait dans notre cerveau, là? Ben, qu'est-ce que ça fait, c'est ça. C'est que c'est très négatif parce qu'on rentre dans une spirale négative. Donc, plus on se retient, là, il peut avoir après ça, on appelle ça une dérive alimentaire. Il y a un moment où finalement, il va avoir où les astres là, vont être alignés, puis finalement, vous allez vous retrouver devant un sac de croustilles et là, vous pourrez pas résister. Et là, quand ce moment-là arrive, en fait, il y a absolument de la culpabilité qui en découle. Donc là, on se sent coupable. Puis selon combien de fois on a vécu ce cercle ou cette spirale-là négative, ça va renforcer la restriction. Donc là, c'est comme si je disais, lundi, je me remets au régime. Fait que là, après l'incident ou après avoir mangé des croustilles, par exemple, on se dit, bon, ben là, je suis un bon mois sans en manger, ou tu sais, je vais faire attention, ou demain, tu sais, je recommence demain. Je vais me priver d'autres choses. Exactement. Ou je vais me priver d'autres choses. Fait que là, inconsciemment, on renforce ce sentiment-là négatif. Et là, la période d'abstinence va être plus longue. Fait que là, ça va être encore un petit peu plus long. Fait que là, ça se peut que là, vous réussissiez. Vous voyez ça un peu comme un succès. Mais là, après ça, il va y avoir ce qu'on appelle la phase de transgression de l'abstinence quand une nouvelle rechute va arriver. Et là, à ce moment-là, ben, le sentiment de culpabilité va encore être plus fort que la première fois.
puis la période d'abstinence va être plus longue. Fait que là, c'est pour ça qu'on rentre tout le temps dans ce cercle vicieux-là. Puis la rechute, là, est-ce que c'est surtout quand, justement, la personne a vu des émotions négatives? Pas nécessairement. C'est pas non, OK, parce que souvent, on parle de manger ses émotions, puis manger ses émotions, c'est rare quand... Bien, je dis c'est rare, j'ai pas étudié là-dedans, là, fait qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais disons ma perception, OK, mon observation, OK? Souvent, ce qu'on entend des gens autour, c'est que les gens qui mangent leur émotion, c'est quand ça va pas bien. Il y a un échec, il y a une déception, il y a un événement malheureux, une tristesse. Mais c'est ça peut être l'inverse. Ça peut être des gens, l'euphorie, OK, là, qui vont... OK. Puis je dirais même que peu importe, là, mettons que l'émotion soit positive ou l'émotion soit négative, on va manger plus. Donc, parce que... C'est comme si on se donnait une permission. Exactement. On se donne une permission cette fois-là pour... On se récompense, dans le fond, d'une certaine façon. Oui, c'est une récompense. Le cerveau, il veut se récompenser. Dans sa mécanique, il aime se récompenser. C'est ça. C'est pour ça que ça m'amène à vous parler justement d'un autre exemple. Il y avait une dame, moi, que je suivais à l'époque, il y a quelques années, justement, quand je faisais de la clinique privée. Et le problème, c'était quelqu'un qui était justement en surpoids, on se le cachera pas, parce que la raison de la consultation, c'était pour de la perte de poids. Donc, moi, j'ai pu identifier rapidement le problème venait d'écroustir. OK? Justement. Oui, justement. C'est pour ça que ça m'a fait penser à cet exemple-là. Ça peut venir juste que des croustilles. Ça peut-tu juste être un aliment qui peut faire ça? Oui, ça peut être qu'un changement. Des fois, là, des fois, quand on investigue, on fait, mettons, en consultation, justement, on regarde un peu le profil de la personne, on fait un questionnaire. Son pattern, peut-être aussi. On appelle ça un questionnaire de fréquence. Un questionnaire de fréquence alimentaire. Donc, c'est des questions qui reviennent, justement, à quelle fréquence vous consommez ça au déjeuner, tout ça. Puis là, on peut rentrer, on peut avoir une approximation des calories. Mais quand, généralement ou globalement, l'alimentation est déjà bonne, des fois, il faut enquêter. Fait que là, tu sais, on se dit, c'est bizarre parce que j'arrive à un nombre de calories qui est correct, qui justifie pas nécessairement un gain de poids. Mais là, finalement, la personne avait... des émotions négatives, des fois de la frustration en revenant du travail, un conjoint peu impliqué, je veux dire, donc une vie un peu monotone. Il y avait plein de raisons. Oui, exactement. Raisons, donc, parce que le rôle aussi de la nutrition, c'est très axé aussi sur le psychologique, là, tu sais, fait que je comprends. des fois, il y a des pleurs, il y a des rires là, quand on fait des consultations. Et là, on peut soulever des questions qui vont au-delà de l'alimentation. Et là, on s'est rendu compte que la personne, cette dame-là, mangeait des sacs de croustilles, mais entiers, là, tu sais, des formats, mettons, familiaux, mais en une soirée. À 2 fois par semaine. Fait comme si les croustilles étaient un aliment d'occasion, mettons, et non d'exception. D'occasion, c'est ça, oui. Et là, il y avait de la culpabilité, mais fréquente, en fait, parce qu'à chaque fois qu'elle dévorait... 2-3 fois par semaine, ça revient vite. Ça revient vite, puis là, après ça, c'est un nombre quand même énorme là, de matières grasses, de calories, on ne se le cachera pas, de sodium, entre autres. Et ça minait aussi les efforts de perte de poids, parce qu'elle consultait, mettons, avec moi, mais il n'y avait pas de résultat avant que je découvre, mettons, parce qu'il y avait une gêne aussi d'exprimer le fait qu'elle mangeait des croustilles. C'est parce qu'elle consulte, elle te paye pour avoir de l'aide, puis finalement... Exact. C'est tordu, hein? Donc, c'est tordu, mais je suis certaine qu'il y en a plein qui vivent ça. Oui, absolument, je suis certaine. Il y a plein de gens, c'est pas pour rien que les régimes, les diètes... Mais là, on va voir la solution qui a été proposée. Donc, quand j'ai découvert le poteau rose, appelons ça comme ça, là, je me suis dit, OK, c'est que là... c'est comme si elle voyait cet aliment-là réconfortant, hein, mais comme étant un interdit alimentaire, mais qui lui faisait plaisir. Donc là, je lui ai dit, on va faire un exercice, on va se les permettre tous les jours. Donc, à tous les jours, tu vas manger des croustilles. Comme ça, on va peut-être voir s'il va y avoir une forme de déculpabilisation ou une association inverse, là. Fait que en fait, les croustilles ne seront plus associées à de la frustration ou à des émotions négatives. Donc là, à ce moment-là, je lui ai dit, achète les petits sacs, tu sais, qu'on retrouve comme dans les restaurants ou les sacs d'Halloween, là, en petit format. Et là, ouvre-en un tous les jours, le soir, en mangeant à la télé, ça va devenir comme une habitude. Et là, j'ai dit, si tu passes à travers ton petit sac rapidement, puis tu as envie d'un deuxième, prends-en un deuxième.
Fait que là, c'était rendu... C'est dommage que tu fasses plus de consultation, parce que je pense que tout le monde irait le voir! Parce que c'était rendu permis. Fait que là, ce qui s'est passé, au fil des mois, la fréquence de consommation des petits sacs de chips a diminué. Donc, parce que là, c'était même plus gratifiant. C'est banalisant. C'était banalisant. Elle était écœurée à un moment donné, probablement. Hein? Non, même pas. Même je pense. Même pas écœurée. Non, c'était juste que c'était psychologique. Ce n'était plus un aliment, finalement, qui lui donnait du réconfort. Là, Et là, ce qu'on a fait, c'est que là, juste que, bon, dans les prochains suivis, le nombre de sacs avait diminué, mais jusqu'à finalement ne plus en consommer. Puis pour elle, les chips, c'est rendu finalement un aliment commun ou plus... d'occasion. Ouais, d'occasion, mais d'exception plutôt. Ouais. Et là, suite à ça, j'ai remarqué complètement un changement, mais un changement psychologique positif aussi. Oui. Donc, du jour au lendemain... plus de mari, plus d'emploi, donc du ménage dans la vie, pour complètement, finalement, revisiter une nouvelle vie, quoi. Ouais. Et là, la perte de poids est arrivée d'elle-même. Est-ce que, dans le fond, la façon qu'on s'alimente, peu importe, là, c'est justement, ça peut être très souvent relié à quelque chose, surtout si on a des, je ne sais plus quel terme utiliser, mais on allait dire problématiques, il ne faut pas dire ça, mais disons qu'on a des troubles, merci. Alimentaire, c'est souvent associé, il y a autre chose dans la vie, là, au-delà même des émotions négatives auxquelles je faisais référence tantôt, là, ça va bien plus loin que ça. Même si c'est plus loin que la personne, ça peut être par rapport à son conjoint, est-ce qu'elle peut vivre avec ses enfants, etc. Est-ce que c'est ce type de consultation-là ou de cliente ou de patiente, je ne sais pas comment tu les appelais à ce moment-là, qui t'a amené à écrire ce livre-là, Tout est permis? Est-ce que c'est par l'observation, par une méthode effectivement empirique que tu as découvert tous ces aspects-là? En plus des recherches que tu avais déjà faites? C'est vraiment parce que j'ai assisté à un congrès, justement, pendant mon doctorat, et il y avait un des chercheurs qui présentait, qui avait parlé, justement, d'alimentation positive. OK? Puis moi, c'était un terme que j'avais jamais entendu. OK? Comment positiver. Puis là, je trouvais que ça faisait vraiment, vraiment du sens. Et là, je me suis mis à faire des petites recherches sur Google, sur les moteurs de recherche. Rien sur l'alimentation positive. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais il y a de quoi à investiguer. Parce qu'on en parle tellement négativement tous les jours, là, dans les médias, même nous, on en parle négativement, que là, finalement, je me suis dit, OK, je vais faire un essai là-dessus. C'est pour ça que c'est pas un énorme livre, parce que c'est comme un manifeste, en fait. Donc, comment positiver, justement, son alimentation. Puis c'est drôle, hein, parce que, justement, au début du livre, j'avais comme mis une petite affaire, un petit dialogue. Puis en introduction, je sais, Carole, que t'as dit que t'étais pas parfaite, puis que t'avais parlé comme de notes. Elle a dit ça, qu'elle était pas parfaite? Moi, je suis très surprise. Je pense que t'avais parlé de notes. T'aurais aimé ça être parfaite ou d'avoir un 100%, en alimentation. Mais je voudrais savoir quelle note que tu te donnerais. Moi, je me souviens pas, j'ai dit ça. Ouais, mais quelle note tu te donnerais? J'ai un problème cognitif là, qui est apparu. Alors, mon Dieu. Puis là, c'était un piège, ça, là, je suis certaine. Là. Bon, écoute, je vais faire comme si je n'avais pas saisi que c'était un piège que tu me tendais, puis je vais jouer le jeu, OK? Oui. Je me donnerais... un 80-85%. Un 85%. Facile. Demande-moi pas pourquoi, par exemple. Pourquoi je me donne pas ça? Ben, donne-moi le livre, je vais aller voir un petit peu le truc. Et toi, pendant ce temps-là, justement, Vicky, quelle note tu te donnerais? Ben, entre 85 et 90, je pense. Entre 85 mais ça marche pas 80. Bien, je pense. je me donne cette note-là, tout en sachant que je n'atteins pas les résultats voulus. OK. Oui. Fait qu'il y avait une petite discussion, OK, ici, justement, à la page 34-35. Puis, tu sais, justement, je vais juste... je sais pas si je lis la discussion ou je le fais à partir de votre exemple. C'est le fun, ce balado-là, j'aime ça, quand on joue, là. OK. Bon, fait que là, mettons que vous m'avez dit, on va dire les 2,85, tu sais, pour arrondir. Allons-y comme ça. Ben, ça fait que là, moi, je vous répondrais, mais pourquoi pas 75? Pourquoi pas 75? On va en parler, puis on va faire ce balado, là. Oui. Pourquoi pas m'avoir dit 75%? Ben parce que je considère que je fais beaucoup de choses bien. Oui. Puis peu moins
de choses moins bien. Super. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Ça se dit-tu, ça? Fait que là, moi, je peux répondre à ça. Il a compris. Ben oui. Fait que là, moi, je peux répondre, ben c'est très bien, je vois que t'es une personne très motivée, bien organisée, tout ça. Fait que là, je peux investiguer davantage. Fait que là, on peut creuser. Puis là, finalement... Mais je pourrais te répondre aussi, je connais mes faiblesses. Oui, super. Mais t'es-tu capable de me les nommer? Oui. Oui, bon, parfait. Ben, je te les demanderai pas. Exactement. Mais oui. Mais là, après ça, j'ai dit... Fait là, je pourrais dire, justement, que je suis rendu dans cette petite bulle-là. Oui. Je dis, c'est vraiment des bonnes stratégies que vous avez développées tout au long, justement, de votre vie, de votre processus. Puis là, si on revenait à votre alimentation, mettons, d'aujourd'hui, pourquoi pas, à quoi ressemblerait pour vous un 95? Oh! Ben, écoute... Vous aviez dit 85. 95, ce serait... Mais un 95, c'est quoi? Puis là, volontairement, je n'utiliserai pas les termes que tu nous as appris tantôt, là, il y a quelques minutes. Vas-y. Fait que je vais y aller avec ce que je savais avant de te rencontrer. Okay? Je me disais, 95, peu d'aliments transformés, beaucoup de fruits et légumes, particulièrement les légumes, de la viande rouge pas trop souvent, peut-être 2 fois par semaine, des poissons toutes les semaines, quoi aussi, manger, c'est quoi aussi? Local. Bref, manger local, bio si on a le portefeuille, voilà, quoi d'autre? Des noix, des bons gras, pas trop de sucre. Donc, pas trop de glucides. Puis pas trop d'alcool, pas trop de vin. Mais là, on est dans le négatif, là. Ça fonctionne pas. Ben, c'est que tout ce que vous décrivez, c'est que ça se rapproche du sang. Puis là, dans le fond, c'est qu'il faut pas... Puis tu sais, mettons, vous vous êtes dit que vous étiez déjà à 85%, mais il faut pas attendre d'être à 100, justement, pour passer à l'action, tu sais. Fait que, mettons, si je lis la dernière, là, tu sais, où je vais le lire au complet, OK? Comme ça va vous donner... Ça va donner le ton, OK. Là, ma réponse t'amuse, là, hein? Oui, ben c'est ça, parce que je trouve ça drôle, parce que moi, ça m'avait vraiment comme permis de comprendre qu'il faut pas attendre avant de passer à l'action. Il faut déjà être dans l'action, puis tout ce qu'on fait, c'est déjà positif, en fait, là, par rapport à l'alimentation. Tu sais, il faut pas se dire, je vais attendre, finalement, d'avoir un 95, tu sais, pour me sentir bien ou d'être récompensé. C'est ça que tu veux dire. Parce que je n'étais pas certaine d'avoir bien compris. On va lire l'exemple, puis ça va nous aider, OK. Fait que sur une échelle de 1 à 10, ça, c'est la question, justement, ou là, 1 à 100, tu sais, comme on disait, où 10 c'est la perfection, comment qualifieriez-vous votre alimentation d'aujourd'hui? Donc là, la personne me répondrait, moi, ben, je sais pas, je me mettrais... 8,5. Non, je me mettrais 5. Ah, OK. Je vais dire, 5? ben oui, OK, super. C'est pas nous là, qui répondons. Non, c'est ça. C'est un cas fictif. Fait que là, je dis, en tant que professionnel, justement, mais pourquoi pas m'avoir dit 4? OK? Comme j'avais fait avec vous. Pourquoi pas m'avoir dit 75? Tu sais, comme là, ça fait juste comme raisonner la personne. À chercher des exemples. Mais pourquoi j'ai dit 5? C'est quoi les efforts que je fais du côté alimentaire? Donc là, la personne pourrait répondre, ben moi, j'ai pris le temps de déjeuner, j'ai apporté des fruits pour ma collation de l'avant-midi, je fais des efforts. Fait que là, je répondrais, c'est très bien, je vois que vous êtes une personne organisée. Fait que là, la personne répond, ben oui, c'est vrai, j'aime bien préparer les choses, planifier mon alimentation. Fait que là, j'ai dit, parfait, intéressant, comme quoi? Fait que là, on investigue, tout ça. Fait que quand je reviens de l'épicerie, j'ai pris l'habitude de couper mes légumes pour toute la semaine. Je les divise en petites portions individuelles, d'autres exemples s'en suivent. Là, j'ai dit, OK, vraiment, c'est des bonnes stratégies que vous avez développées. Si on revient à votre alimentation d'aujourd'hui, à quoi ressemblerait un 6? Fait que là, on va aller investiguer c'est quoi la différence. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire, en fait, pour augmenter votre note? Dans le fond, tu fais du renforcement sur ce qu'elle fait déjà. Exactement. Tu dis, vous faites déjà ça. Si, là, vous voulez... vous êtes ici, vous me consultez parce que vous voulez améliorer votre alimentation. Donc, tu sais, un petit peu plus... Au lieu de dire que tu pars de zéro puis d'avoir ça très insurmontable, c'est que tu vas... C'est plus pour que la personne remarque que ce qu'elle fait, c'est déjà bon. Fait que là, mettons... fait que là, la personne pourrait répondre à ça, un 6, à quoi ça représente pour elle. Donc, vous, votre 95, à quoi ça représentait. Donc, ben disons que je pourrais prendre plus de temps qui m'est accordé à l'heure du dîner au lieu de manger devant l'ordinateur. Fait que là, on cherche des nouvelles façons d'améliorer notre alimentation. Fait que là, finalement, à ça,
de répondre. Super. Fait que, mettons, justement, vous partagez un temps de qualité en famille, blablabla. Bon, par contre, tout ce que vous me décrivez se rapproche beaucoup plus d'un 7 ou d'un 8 que d'un 6. OK, là, il est sous-estimé. Oui, fait que là, moi, c'est pour ça que je vous ai dit, ça se rapproche beaucoup plus de la note parfaite, de 100%, parce que vous étiez déjà très élevé dans votre raisonnement. Ça encourage la personne aussi. Exact. Là. Fait que là, on dit, j'aimerais vraiment préciser c'est quoi un 6, parce que sinon, vous allez attendre d'atteindre un 7 ou un 8 avant de ressentir de la fierté en lien avec votre alimentation. Okay. Et là, ça serait dommage de sous-estimer, on parlait de sous-estimation justement, pour pas apprécier ou remarquer vos progrès. Et là, c'est ça, en fait, le côté positif de l'alimentation. C'est que ce que vous faites déjà, ben, vous le faites bien. Puis c'est pour ça qu'il faut s'en rendre compte, parce que sinon, on va attendre les autres, on va attendre la famille, on va attendre un ami, on va attendre finalement qu'il arrive un moment plus opportun avant de faire un changement. Au lieu de focusser sur ce qu'on fait pas, ce qu'on fait pas bien. Oui, ce que vous le faites déjà peut-être très bien. Mais après ça, moi, je vais appeler ça de l'optimisation. Fait que ça m'amène à parler justement d'un autre truc. Parce que c'est pas tout le monde, dans l'alimentation. Quand on parle justement d'alimentation générale, ben on donne un conseil qui est populationnel. Okay? Fait que c'est toujours à l'échelle de la population. Par exemple, le maximum de sodium à consommer par jour est de 2300 mg. Des normes, des règles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout le monde qui a le même bagage, le même point de départ. On part pas tous du même... On n'a pas le même gabarit, premièrement. Le même métabolisme aussi. Donc, c'est pas personnalisé. Fait que c'est pour ça qu'en nutrition, en fait, c'est très difficile de donner des conseils populationnels parce que chaque personne va, de un, les interpréter différemment, mais on n'a pas la même éducation, le même point de départ. Donc, à ce moment-là, ça devient difficile. Fait que c'est pour ça des fois, en rencontre comme ça, ben on a le temps de prendre un peu le pouls de la personne, de regarder le passé pour mieux orienter finalement l'avenir. Donc, il y a quand même des aliments, je pense, il y a quand même des principes universels, non, quand même, qui sont des légumes. C'est quelqu'un pour qui c'est pas bon. Tu vas me dire, oui, quelqu'un qui a peut-être un problème de côlon, etc. Bon, fait qu'il faut encore personnaliser. Exactement. Mais les personnes qui ne peuvent pas, mettons, qui n'ont pas l'occasion, qui ne peuvent pas consulter un professionnel, là, s'il prend comment, là. Oui. Puis j'ajouterais, si tu me permets, tu sais, nous, on dit qu'on s'adresse à des femmes particulièrement, on s'adresse particulièrement aux femmes de 50 ans et plus, quoique des gens des hommes et des gens d'autres âges qui nous écoutent, mais les femmes de 50 ans et plus, il y en a beaucoup qui sont ménopausées ou qui sont près de la ménopause. Donc, aussi, est-ce qu'il y a-t-il des choses, des conseils ou des... Il faut faire attention, c'est ça. Il faut faire attention. Mais non, mais c'est ça, tu voulais savoir s'il y avait des conseils ou s'il fallait faire attention. Ben, en fait, justement, ça dépend encore d'où on part et d'où on est rendu. Parce que si je donnais un conseil, ça pourrait ne pas s'appliquer à quelqu'un qui prend une médication. Comme là, c'est sûr qu'il y a... le but, là, on se le cachera pas, c'est de vieillir en santé, sans médication, le plus longtemps possible. Absolument. Donc, parce que lorsqu'on va avoir un agent comme ça, mettons extérieur, comme un médicament, ça peut venir débalancer quand même, on se le cachera pas, là, notre réponse, en fait, à l'alimentation. Donc, ça peut couper l'appétit ou au contraire, ça peut augmenter l'appétit, ça peut faire des débalancements hormonaux, ça peut occasionner finalement des effets secondaires comme des douleurs qui pourraient nous empêcher finalement de bouger ou d'être actifs. Donc, le plus longtemps qu'on est en santé sans médicaments, ben c'est ça qu'on souhaite. Mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que des fois, des suivis plus rapprochés avec des professionnels de la santé, dont son médecin de famille, entre autres, ça peut donner des signes avant-coureurs. Et là, je lisais une étude, en fait, récemment sur un phénomène. On mange l'industrialisation. Qu'est-ce que ça l'a amené? En fait, ça l'a amené beaucoup de produits transformés, des produits qui sont plus riches en sucre, des produits avec des
une qualité, je vais dire, nutritionnelle un peu moins intéressante parce que dans le souci d'économiser, ben souvent, on va utiliser des aliments qui sont un petit peu plus chimiques ou de basse qualité, comme des sucres raffinés, des gras moins... Tu sais, on est loin de l'huile d'olive, là. On est des gras en fait, raffinés. Tous les aliments qui sont très bons coûtent souvent plus cher. C'est malheureux. Tu sais, ça devrait être le contraire. En fait, tous les aliments sains, non transformés, devraient pas coûter. Mais c'est ça. Mais actuellement, pourtant, c'est complètement le contraire, là. Oui. Ben ça, je partage pas toujours mettons, ce point de vue-là, parce qu'un aliment transformé ou un aliment prêt à manger en épicerie, on paye pour la main-d'œuvre, on paye pour le coût marketing qui est associé à l'emballage, aux publicités à la télé. Donc, tu sais, le produit en tant que tel, si vous prépariez le même produit à la maison à partir d'aliments frais, ben c'est sûr que ça vous revient moins cher. Absolument. Il faut prendre le temps de le faire, c'est ça. Oui, absolument, c'est sûr. Mais ça va vous donner même des plus grosses quantités. Parce que, tu sais, si vous achetez... là, il me vient pas d'exemple, là, mais mettons, j'ai une lasagne, là, tu sais, mettons, j'achète une lasagne individuelle, là, peut-être que ça coûte 5-8 $, là, tu sais, en une portion individuelle, mais la lasagne entière va vous coûter 20 $, mais ça va faire finalement 8 portions. Tu sais. Fait que là, il y a une économie à faire, mais il y a moins une économie de temps. Donc, tu sais, ça dépend, en fait, de notre truc. Mais ce qu'il faut savoir, là, justement, c'est que, bon, on a beaucoup, avec l'industrialisation, comme je disais, utilisé plus de sucre. Donc, on a mangé, on mange plus de gras, plus de sucre qu'avant. On mange même plus de protéines aussi parce qu'on mange plus en général. OK? C'est ça qu'il faut savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'alimentation, le nutriment qui coûte le plus cher, c'est la protéine. OK? Donc, que ce soit végétal ou animal, c'est toujours plus cher que finalement du sucre ou les sucres, je vais dire les glucides, entre autres, là, ou les matières grasses. Donc là, à ce moment-là, ce que les industriels ont fait, c'est qu'ils sont venus à la longue couper un peu les quantités de protéines utilisées dans les produits. Donc ça, on appelle ça l'effet de levier des protéines. Donc il y a eu une dilution des protéines au fil des ans, là, depuis l'industrialisation dans les années 70. Donc ça fait en sorte que la balance ou la proportion plutôt des protéines qu'on consomme, elle est diminuée et celle des sucres, des gras a augmenté pour compenser. Donc, à calories égales... La satiété aussi. Oui, c'est ça, parce que la protéine, c'est ça qui nous procure le plus grand sentiment. Avec les fibres. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on a vu plein de problèmes, justement, de santé apparaître qu'on n'avait pas avant. Et là, un des fléaux qui touche actuellement la société, puis on n'en parle pas beaucoup, ça s'appelle la stéatose hépatique, OK, ou le foie gras. En fait. Et ça peut être dû... C'est très répandu. Oui, ça toucherait 25% en fait de la population à l'heure actuelle. Et ça, le foie gras, c'est pas que c'est dangereux, OK? Mais c'est que c'est très dur à identifier. Mais ça vient avec des mauvaises habitudes de vie, dont une surconsommation de sucre. Et souvent, ben, on voit ça apparaître, mais c'est que ça va nous donner finalement comme plein de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, entre autres. Et le foie gras, comment ça l'apparaît, en fait, c'est que c'est comme si on avait une surconsommation de sucre, notamment de sucre de basse qualité, comme le sirop, tu sais, mettons le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le fructose, en fait, là, c'est lui qui est dans... le plus dangereux, en fait. Puis c'est ça, le fructose, il provient vraiment, là, c'est ça, du sirop de maïs, entre autres, qui est utilisé dans plein d'aliments, je vais dire, de faible qualité nutritionnelle. Et là, le foie a de la misère à le digérer, mais il va le métaboliser quand même, et il va transformer, en fait, le sucre en gras. Puis il va entreposer ça sous forme de triglycérides. Et là, c'est là que le foie va comme, je vais dire, s'engraisser et va devenir un foie gras. Et là, ça, c'est une stéatose hépatique NASH, donc non alcoolique. Parce que souvent, on va associer la stéatose hépatique à l'alcoolisme, qui va devenir une cirrhose du foie. Mais ce qui est une bonne nouvelle, en fait, c'est que, bon, c'est rare que les stéatoses, mettons, se transforment en cirrhose. Et c'est qu'elles sont réversibles. Surtout la stéatose...
tu modifies ton alimentation dans le bon sens. Exactement. Tu peux, ouais. Moi, j'ai vécu l'expérience là, personnellement, pas avec... c'était plus au niveau du pancréas, au niveau insuline. J'avais en fait un prédiabète. Intolérance au glucose ou résistance à l'insuline. Mais j'avais, c'est ça, un prédiabète diagnostiqué. Mes médecins disaient, là, il faut changer quelque chose. Exact. Et moi, j'ai fait l'exercice de faire keto pendant 1 an. OK? Pour rétablir ce truc-là, parce qu'évidemment, ça cause plein d'autres problèmes. Moi, ça m'a vraiment sonné une cloche, là. Puis je considérais pas que je mangeais mal, mais il faut croire que c'était là pareil, avec plein d'autres problèmes au niveau de la ménopause. Mais bon, alors c'était là, donc je l'ai fait. Mais pour moi, ça tient pas la route, le keto à long terme. Tu sais, je trouve ça difficile de le maintenir à long terme. Donc j'ai voulu plus, après ça, ajouter, par exemple, tu sais, je vois des pommes, là, mais je mangeais plus de pommes, tu sais, parce que c'est très, très peu de glucides dans une journée. Là, une pomme, c'est déjà dépassé les glucides qu'on peut manger dans un régime du keto. Donc, c'est extrêmement sévère. Mais pour moi, c'était pas très plaisant de faire ça à vie. Je me voyais pas faire ça parce que j'aime manger du pain, même si j'en mange pas exagérément. Il faut ça dans ma vie, tu sais. Donc, tu sais, il y a des interdits comme ça dans des types de régimes et tout ça. Mais comment après ça, le défi, c'est de conserver, parce que j'ai pas été capable de conserver la perte de poids, entre autres. Il y avait une perte de poids qui était voulue aussi pour ma santé. Parce que, bon, quand on te dit, il faut que tu aies le prédiabète, il faut donc que tu perdes du poids parce que, bon, toute la roue qui tourne autour de ça. Puis c'est souvent ce qui arrive, d'ailleurs, aux femmes de 50 ans et plus, qui ont la ménopause. C'est très classique comme... Tu as dû en entendre parler beaucoup de ça. Comment on peut, tu sais, sans le faire keto? Parce que en fait, on a vraiment inversé en 3 mois tous les symptômes. Donc, mes prises de sang étaient parfaites, l'insuline, c'était parfait, le taux de sucre était parfait. On a vraiment viré de bord ce qu'il fallait virer de bord. Moi, je me suis dit, bon, OK, on a réussi ça. Maintenant, on fait quoi après? Pour continuer à ne pas avoir ces symptômes-là, ou celles qui l'ont déjà, ils font pas tous keto, là. Dans le cas du prédiabète, mettons, puis du foie gras, entre autres, là, il n'y a pas de miracle, là, c'est des saines habitudes de vie, puis c'est souvent une perte de poids, mais on s'entend pas une perte de poids pour devenir mannequin, non, taille de gars. d'un poids pour ta santé, pour pas que ça soit dangereux pour toi. Un poids santé, exactement. Puis là, le poids santé peut varier d'une personne à l'autre, là. Oui, puis c'est ça. Des fois, c'est dur de le quantifier. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Puis, des fois aussi, ce qui est le plus difficile à accepter, c'est que maintenant, on doit parler plus d'un poids d'équilibre qu'un poids santé. J'aime ça. Oui, exactement. Et que notre poids d'équilibre, c'est pas nécessairement le poids qu'on souhaiterait avoir. Donc, c'est ça le problème. Fait que l'acceptation de notre poids d'équilibre versus notre poids réel, c'est ça qui est difficile pour certaines femmes et certains hommes aussi. Parce que des fois, la cible, je vais dire, là, si on peut appeler ça comme ça, elle est difficilement atteignable et non réaliste par rapport à un poids d'équilibre qui est plus réaliste. Donc, il faut quand on accepte ça, déjà d'emblée, on va avoir une meilleure relation avec la nourriture. Quand on parle justement, quand tu parlais, Vicky, de régime cétogène, ou tu as fait le keto, exactement, c'est la même chose. C'est ça, tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui vont le faire, justement pour renverser une condition médicale comme le diabète de type 2. Ce régime-là, en fait, a été créé aussi pour aider à l'épilepsie. L'épilepsie, au départ, Puis, je dois dire que moi, quand j'étais dans mes stages au CHUL à Québec, en nutrition clinique. On avait une jeune, en fait, épileptique et qu'on avait instauré l'alimentation cétogène, OK? Mais on parlait à l'époque, là, c'était là 15 ans quand je faisais mes stages, c'était pas du tout un phénomène de société, là. Tu sais, c'était très atypique, expérimental, on l'essayait. Parce que la médication, c'était chez une jeune enfant, donc on voulait pas, on voulait l'essayer, cette avenue-là. Mais avec une spécialiste, justement, de ça, qui travaillait au CHUL à l'époque, et
c'était compté, mais compté au gramme près, là, OK? Là, c'est précis. Les glucides, exactement. Et là, les glucides, là, dans une journée, quand on le fait vraiment, là, puis en fait, il y avait aussi un enjeu, là, au niveau des protéines. C'est vraiment les matières grasses qui doivent être la clé, là. Donc, le matin, là, je me rappelle que la jeune fille de peut-être 6 ou 7 ans, là, devait manger on cuisinait, par exemple, comme une omelette, là, avec, mais qu'on mettait plus de jaune d'œuf, mais de l'huile, de la margarine, mais il fallait que le reste, mettons, d'huile dans l'assiette ou dans le bol, il fallait le manger ou le boire, parce que, en fait, sinon, là, t'arrivais plus au nombre de grammes, parce qu'en plus, les grammes de gras, ils sont un petit peu, sont plus denses en énergie que les grammes de protéines ou que les grammes de glucides. Donc, c'était super important de toutes les consommer. Et ces seuls glucides dans la journée, c'était peut-être une rondelle de banane. Je parle pas d'une demi-banane. Est-ce que ça l'a donné les résultats escomptés? Oui, ben pour l'épilepsie, ça fonctionne. Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment les extrêmes. C'est ça. Il faut revenir parce qu'il nous reste... quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. On aurait pu parler 3 heures. Mais c'est ça, dans le fond, peut-être, tu sais, de donner... Tu sais, on a parlé, évidemment, il y a un gros lien à faire entre l'alimentation, l'aspect culpabilité, non-culpabilité, motivation, tout ça, là. Est-ce que il y a des grandes lignes? Parce que là, tu nous as posé la question tantôt, mais on n'en a pas parlé après. C'est quoi l'alimentation intuitive? Oui. Là, moi, je t'ai donné une réponse sans savoir si c'était la bonne. Est-ce que, tu sais, on a parlé que, régime diète, on n'utilise plus vraiment ça. C'est plus des modes, des façons de s'alimenter. Est-ce qu'il y a des modes ou y a-t-il des qui sont peut-être plus universels, entre guillemets, là, en sachant, là, en comprenant que selon sa situation, selon, ou peut-être donner certains filons aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Tu sais, des repères qu'on peut pas se tromper. Des repères. Des repères qu'on peut pas se tromper. C'est sûr à 100% que c'est d'avoir des légumes. À tous les jours. Le plus possible. Ça, déjà, on se trompe pas. Puis pourquoi je vais dire ça, puis j'insiste sur les légumes plutôt aussi que les fruits, c'est que les légumes, d'un, sont un petit peu plus riches en eau, riches en fibres, moins de calories au final, mais c'est qui comble, tu sais, une grosse part, là, de... C'est comme si... On parle de volumétrie ici, là. Donc, quand on mange une soupe, une salade, des légumes en accompagnement, ben ça l'occupe une place aussi dans l'estomac. Ça fait en sorte que c'est un petit peu plus long. On prend le temps de les mastiquer. Oui, exactement. Donc, c'est une excellente stratégie avant même de commencer à se dire, OK, ben je vais commencer par les légumes et ensuite, je vais manger mes accompagnements ou ma viande. Faudrait plutôt voir l'inverse, comme étant le légume étant le roi dans l'assiette. Puis l'accompagnement, c'est ta viande ou ta protéine. Dans l'éducation générale, c'est le contraire. Pour le dessert. C'est ça, exactement. Pour vrai, là, de façon générale, dans notre culture, c'était beaucoup plus la viande, puis un petit peu de légumes. Il faut le voir à l'inverse maintenant. C'est ça, il faut inverser ça. Oui, il faut l'inverser. Puis la soupe, je rappelle, c'est un légume que si on a un jus de légumes aussi, là, on veut aussi des vitamines, des minéraux. Mais justement, quand on a une salade, ben c'est le fun parce que c'est plus long à manger. Mais ça peut être une salade d'accompagnement, ça peut être juste un à côté. Puis après ça, on aura la protéine. Puis si jamais on a faim, on aura un dessert. Mais un dessert, mettons, dans notre continuum, mettons, d'alimentation, c'est un aliment d'exception. Pas d'exception, d'occasion, je dois dire. Donc, ça doit être 1 à 2 fois par semaine. Donc, il faut choisir quand qu'on le prend, en fait, parce que c'est pas vrai qu'on doit finir absolument là, avec un dessert. Parce que si vous avez de la place pour le dessert, c'est que vous n'avez pas nécessairement mangé d'autres choses. C'est ça, d'autres choses. Souvent, on va manger le dessert quand on aime on a un bec sucré, même si on n'a pas faim, là. Mais là, ça, c'est une mauvaise habitude. Si on veut terminer, sur les leviers ou les éléments sur lesquels on peut vraiment... Est-ce qu'il y en a d'autres que tu nommerais, là, à part les légumes? Ben, moi, je dirais là, qu'une bonne astuce qui est démontrée dans la science, là, c'est vraiment... On parlait, tantôt, justement, de l'effet de levier des protéines, de l'importance de ça, mais c'est souvent qu'on en a trop, OK? Fait que c'est pour ça que nos portions de viande, là, ils peuvent être réduites un petit peu au souper, au dîner. C'est important d'en avoir, là, mettons, une source de protéines facilement identifiable. On doit être capable de la nommer, là. C'est quoi ma protéine au repas? Mais elle est encore plus importante là, au déjeuner. Et c'est le déjeuner, en fait, qui va venir un peu comme, comment je pourrais dire, forger
le reste de notre journée. Okay. Parce que si les études ont démontré en fait que ceux qui sautaient le déjeuner avaient souvent des moins bonnes habitudes de vie, s'entraînaient moins. C'était plus même des fumeurs qui sautaient le déjeuner. Pas faim le matin, donc ils n'avaient pas faim, exactement. Mais il y a tous ceux qui font des jeûnes aussi. Des jeûnes, ça c'est une autre histoire. Ouais, on pourrait en parler. On pourrait en parler. Un autre balado. Parce que les jeûnes intermittents, c'est très à la mode. Et puis là, il y en a beaucoup qui font ça. C'est surtout que si tu sautes le déjeuner, ben là, tu sautes aussi ta protéine qui était là. Mais c'est aussi associé aux collations de soirée. Fait que ceux qui déjeunaient plus ou moins bien ou qui n'avaient pas nécessairement une bonne source de protéines facilement identifiable, mais avaient des collations en soirée. On appelait ça des fringales ou en anglais des cravings. Donc, à ce moment-là, c'est que ça amplifie ou ça donne des calories supplémentaires dans une journée. Donc, ça permet pas nécessairement d'instaurer un climat de perte de poids, à 9 h le soir, les gens vont aller chercher des céleris et des carottes c'est pour la même affaire, oui, effectivement. Donc, visons les légumes comme au roi de l'assiette et de nommer facilement notre protéine au déjeuner. 2 trucs. Oui, on retient ça, déjà, on part bien avec ça. Oui, on part super bien avec ça. Avant de terminer, il faut dire que tu nous offres, on n'a pas eu le temps de jouer aux cartes. Ton jeu, là, ici, là. Tout est permis, là, tu as un jeu, tu as un livre qu'on va faire tirer. Là, avec les scènes d'alimentation, puis les aliments d'exception, puis d'occasion. Exactement. Donc, pour lire l'essai... On a-tu le temps d'en faire une petite carte? On peut piger une carte. Il nous reste 1 minute, 2 minutes maximum. Alors, allons-y. Ben, pige, Carole. Je pige, OK. Parce que d'un côté, il y a un défi, et de l'autre côté, il y a une citation motivante. Juste dire qu'on va faire tirer. Oui, on va faire tirer. Il va y avoir un tirage qui va être fait. OK. Appuie sur le champignon et accélère tout droit vers ton but. Oui, et en fait, ce qui était drôle, c'est que je vais juste dire que toutes les citations ont un lien avec l'alimentation. Fait qu'ici, c'était le champignon. Mais c'était un processus créatif. Donc, ici aussi, il y a quelque chose d'écrit. T'as un défi. Bon, cette semaine, je déguste un nouveau plat de poisson que je n'ai jamais essayé. Là, j'ai pas mes lunettes. Oui, je l'étais bonne. Je vois qu'elle travaille fort. Tartare, gravlax, papillote, poché, enrobé. Ah, mon Dieu, de paneux, ça se peut-tu? Maison. Écrit au four. Façon de... Je sais plus. Donc, c'est un défi alimentaire. C'est un défi, OK. Ouais. Donc là, il y a plein de cartes comme ça dans ton jeu. Un par semaine. Et si on intègre tous les défis à son quotidien, on va avoir amélioré positivement son alimentation. Des trucs. Quelle belle finale. Oui, absolument, absolument. On fait tirer ça donc, aussi. Pour le faire tirer, là, donc, ça va être sur notre page Facebook, sur la page Facebook des Radieuses. Oui, la page Facebook des Radieuses, effectivement. Alors, les gens peuvent s'inscrire là, du 5 au 19 décembre. Oui, du 5 au 19 décembre. 5 au 19 décembre. Ils ont juste à aller sur la page Facebook des Radieuses. Puis, il va y avoir 2 gagnants, 2 gagnantes. Hein? Oui. Alors, pas 4, pas 2 gagnants et 2 gagnants, mais 2 gagnants. Et c'est ça. Donc, une personne se méritera le livre, l'autre se méritera ici le petit boîtier qui renferme 52 cartes. C'est ça? Écoute, on aurait pu en parler beaucoup. Puis peut-être qu'il va falloir en faire un deuxième, éventuellement, que tu reviennes nous voir. Parce que l'alimentation intuitive, ça me chicote. Oui, il y a plein de questions encore. Tout à fait, on savait que c'était un sujet très vaste. Donc, en terminant, nous vous invitons à communiquer à vos commentaires, vos questions à infodesfemmescomvous.ca. Puis, on remercie bien sûr notre technicien Martin Dubé, à Les Radieuses Magazine ainsi que l'équipe de Nous TV qui sont toujours là pour nous, pour leur précieuse collaboration et la réalisation et la diffusion de ce balado. Et surtout, merci à vous à la maison, merci à vous quand vous nous écoutez en marchant, en courant, en mangeant. Des bonnes choses, en mangeant des légumes. Et on vous dit, des protéines. À la prochaine!